Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Épisode 14. Sans transition. Sans transition, bienvenue sur Biam, épisode numéro 14. Aujourd'hui, on a une invitée de marque. Eh oui, parce qu'on aime bien les invités, ça fait changer un petit peu les choses, ça nous permet de vous présenter des gens qui sont fantastiques, et puis de parler de plein de choses différentes. Donc aujourd'hui, sur le podcast, Pour cet épisode spécial Bulle, héritage et audace. nous on aime bien l'audace. Et ben aujourd'hui, on a décidé d'inviter une amie de longue date, Dont on a parlé dans le podcast. dont on a parlé dans le podcast, parce qu'on aime bien parler de nos amies quand elles font des choses merveilleuses. Et du coup, on voudrait vous présenter Claire Gérardin. Bonjour et merci de votre invitation. Bienvenue. Alors aujourd'hui, tu prends ta casquette de chef d'entreprise. Oui. Pour nous parler donc du pressoir familial, dont tu es aux manettes depuis quelques années maintenant. Ouais. Donc Claire, on se connaît en fait depuis Quelques années. 2007. Oh, c'était hier. On s'est rencontrés sur les bancs de l'INALCO. Pour moi, pour ma part, Alice, j'ai rencontré Claire sur les bancs de l'INALCO, Mathilde au lycée. Ouais, parce qu'avec Claire, on est double mafia. On est mafia Inalco et mafia lycée Clémenceau de Reims. C'est ça. Attends, Represent. attention, pas donné à tout le monde. On existe, c'est important. Et du Et coup, oui. on a fait nos études de japonais ensemble. Tout à fait. Et on s'est retrouvés en fait au Japon après nos diverses licences. Et on a travaillé ensemble avec Claire quand on était chez Baron Philippe de Rothschild. Tout à fait. J'ai eu des collègues en or. Donc ça, c'est Claire et Alice qui ont travaillé ensemble. Moi, j'étais, comme vous le savez, toutes et tous à l'Amérique du Canada. Je vais Voilà. les voir de temps en temps. Voilà. Et Ou alors, nous, elle venez vient te les voir. Oui. C'est tout à fait réciproque. Et voilà, et donc depuis l'INALCO, ouais, moi ça va faire une quinzaine d'années maintenant que je suis, bientôt 15 ans, que je suis au Japon. J'ai travaillé un petit peu déjà dans le vin avant de rentrer chez Baron Philippe de Rothschild, chez qui je suis restée 7 ans. Et là aujourd'hui, je suis à mon compte, entrepreneur à Tokyo, en tant qu'accompagnante dans le périnatal. Et puis j'ai une double activité, puisque en France aussi maintenant je suis chef d'entreprise, en tout cas dans le milieu du vin, avec une double activité viticole et donc le fameux pressoir. Juste pour remettre un peu de cadre, parce que je pense que la plupart des auditeurs qui ne te connaissent pas, ils doivent être un petit peu perdus à se dire bon, bah, elle a travaillé dans le vin, certes, mais elle fait d'où là et elle est au Japon. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à la tête d'un pressoir? Il faut rappeler qu'en fait, tu es née en Champagne. Je suis née en Champagne, voilà, dans la région du Vitria. Et puis, l'envie d'apprendre le japonais a pris le dessus quand même. Et quand j'ai commencé à faire du japonais, toute ma famille me disait tu vendras du champagne au Japon, tu vendras du champagne au Japon. Je leur disais non, 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 non. J'ai vendu du champagne au Japon. Et du coup, c'est parce que tu viens aussi d'une famille de viticulteurs. Ouais, tout à fait, viticulteur. Donc il y a un petit peu, il y a du vocabulaire entre vignerons, viticulteurs. Viticulteur, ça va être vraiment que la culture de la vigne D'accord. et du raisin. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que, Ce n'est pas votre programme. voilà, on ne vinifie pas. Et si on fait la vigne plus le vin, à ce moment-là, on peut parler de vigneron, où là, ça va englober un petit peu tout. Ok. Donc c'est un petit peu, c'est complètement l'environnement familial qui fait que maintenant tu es à la tête d'un pressoir. Ouais. Et donc c'est plus particulièrement de ça qu'on va parler pendant Ouais. tout cet épisode. Concernant le pressoir, du coup, où est-ce qu'il se situe?
Alors, j'en parlais tout à l'heure, je suis originaire du Vitria, donc on Mhm. est en fait nous dans une petite commune qui est à Vitry-en-Perthois, c'est pas loin de Vitry-François, c'est pile poil entre Paris et Strasbourg. La plupart des gens qui font Paris-Strasbourg, ils passent vers les Ok. Vitry-le-François, ils connaissent le McDo. J'ai eu des Parisiens qui m'ont dit, mais oui, je connais Vitry-le-François, il y a un McDo. Donc, Il y a besoin de voilà. visiblement. Et donc le champagne maintenant, puisque depuis les années 70, en fait, ça a commencé avec mon grand-père et quelques comparses Mhm. qui ont planté des vignes pour la première fois. Il n'y en avait pas avant. Ok. Et qui ont commencé à faire du champagne. Donc de façon très pirate au début, hein, ils y sont allés à l'arrache, sans autorisation quoi que ce soit, et puis ils se sont présentés devant le comité de Champagne en disant bah voilà, Vitry-en-Perthois, on a des beaux raisins. On est sur une région où, enfin un vignoble à plus de 95% de chardonnay, parce Ok. qu'en fait pour produire du champagne, on utilise 3 cépages différents qui sont le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Et nous, c'est beaucoup de chardonnay, donc le cépage le plus caractéristique en tout cas et le plus demandé au niveau du champagne. Mhm. Et puis un petit peu de pinot noir aussi. Et donc, c'est une région qui vient être connue parce que en fait, on a une qualité qui est assez caractéristique. Donc ça, c'est une Donc, qualité par rapport au vignoble autour d'Épernay, par exemple, qui est quand même voilà, connu comme ouais, la on- ville du Champagne. c'est ça. On connaît beaucoup Reims, Épernay, la Côte des Blancs, la vallée de la Marne, tout ça. Et nous, pour le coup, il y a même sur certaines cartes, on ne figure pas encore. Alors que bon, Sur les maintenant, ça cartes commence à faire. production de champagne, tu veux dire? Ouais, Ok. quand on voit des cartes encore sur Wikipédia, le Vitria ne figure pas. Mais pourtant, pour les connaisseurs, en fait, c'est de plus en plus prisé. Et donc, D'accord. on n'a pas du tout de mal, en fait, à trouver des acheteurs dans la région, Mhm. notamment. Parce que on se retrouve, on a sur un bon mix, en fait, entre déjà le cépage qui est le plus prisé et puis la qualité qui va avec. Donc ça, c'est une qualité qui vient de la terre? Ouais. Ok. Ouais. C'est intéressant. Et puis de l'environnement, de Ouais, bien sûr. l'ensoleillement, Tu disais que du coup ton grand-père avait commencé à planter des vignes dans les années 70. Mm. Est-ce qu'ils ont lancé l'activité du pressoir en parallèle ou est-ce que c'est venu après? Comment Ouais. est-ce que dans ta famille vous en êtes venu à avoir un pressoir? Tout à fait. On a en fait la première vendange officielle, elle était en 1975. Le D'accord. premier carnet de pressoir qu'on a gardé, il date de 1975. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, il y a tout simplement, d'un point de vue logistique, le raisin, on ne peut pas le transporter. Le raisin en tant que grappe, on ne peut pas le transporter sur des trop longues périodes, sur des trop longues distances, parce qu'il va petit à petit se tasser dans les caisses, il va perdre du jus. Donc si le jus s'écoule sur la route, c'est du jus en moins qu'on a à vendre. Mhm. Et en fait, on pèse les caisses au moment de l'arrivée au pressoir. Donc il y a quand même un enjeu où il faut que les pressoirs soient pas trop loin des lieux de production pour pouvoir garder un maximum de qualité et un maximum de rendement aussi, éviter un maximum de pertes en tout cas. Donc en fait c'était logique tout simplement on a des vignes, il n'y avait pas de pressoir puisqu'il n'y avait pas de vignes avant, on a monté un pressoir en même temps. Donc à la base dans l'ancienne ferme, l'ancien corps de ferme familial. Et mon père qui a repris l'activité dans les années 90 a monté un pressoir, une vraie structure au pied des vignes sur un grand terrain. Donc un gros hangar qui peut accueillir deux gros pressoirs. Et donc ça, c'était dans les années 2000. On a transféré, la première vendange, c'était en 2002. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement, juste parce que tout le monde n'est pas dans le vin et tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, ce que fait un pressoir? Ouais. Alors, ce que fait un pressoir, c'est en fait c'est une maille de la chaîne de la production de champagne. On commence par faire le raisin dans les vignes et il faut qu'il soit à un moment passe à l'état de jus et c'est ce qui va se faire. En fait, il rentre à l'état de raisin et il ressort à l'état de jus du pressoir. Et donc nous on va commencer par peser le raisin. Ça c'est quelque chose qui est très important parce que ça va être dans toutes les déclarations.
Donc, on va peser le raisin à l'arrivée, on va le stocker, on a un cahier des charges à suivre jusqu'à un certain, on peut pas dépasser un certain nombre, une certaine durée en fait de stockage avant de le passer dans les pressoirs. Dans les pressoirs, on presse le raisin, ça sort en jus. On met une certaine partie de traitement en fait qui vont permettre au jus d'être stable en tout cas jusqu'à l'arrivée dans les caves. Et après, on gère en fait toute la logistique. On a plusieurs acheteurs qui vont venir chercher les mous, donc le jus de raisin, ce qu'on appelle les mous. Ils vont venir chercher les mous. Donc après, nous, c'est aussi beaucoup de logistique où en fait, il faut qu'on appelle, il faut qu'on leur dise, bon, bah là, on fait un pressoir. À ce moment-là, il faut que vous veniez le chercher demain et à telle heure, etc. Et puis, bon, bah, faire attention à ce qu'il n'y ait pas deux camions qui arrivent en même temps, ce genre de choses. Okay. Donc le pressoir, grosso modo, vous récupérez le raisin, vous le transformez en jus, vous ne transportez pas le jus et vous ne faites pas de vinification. Oui, ok, c'est ça. Donc, tu as décidé de reprendre le flambeau familial. Vous êtes une fratrie de 3. Oui. Tu es la cadette. Oui. Comment tu es arrivée en fait à franchir le pas? Parce que tu disais que c'était quelque chose qui était dans l'environnement. Tu savais qu'à un moment, ça ferait partie de ta vie et de ta carrière. Oui. Quel a été l'élément qui a fait que ça t'a amené vers une concrétisation de cette reprise du flambeau? C'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, tout simplement. C'est vrai que comme mon grand-père a planté une certaine surface de vigne, ça s'est divisé entre les enfants et qui reviennent maintenant à ma génération. Donc on est une grosse famille, ils sont 8 frères et sœurs chez mon père et donc on est plus d'une vingtaine de cousins en fait aujourd'hui impliqués dans toute cette activité. Et donc, en fait, là, actuellement, au pressoir, c'était plus de 80%, c'est de la famille qui livre le raisin pour être vendu à des acheteurs. Et nous, dans mon cas particulier, c'est-à-dire que mon père, évidemment, avait de la vigne, il avait aussi l'activité du pressoir, que là, il a toujours fait ça en tant qu'indépendant jusqu'à présent. Okay. Et là, quand il a fallu commencer à parler de la reprise, c'est là qu'on a décidé de faire une société où, comme tu disais, on est 3 frères et sœurs. Ma sœur, elle, s'est proposée plus et se sent plus à l'aise en fait à la gestion autour des vendanges dans les vignes. Okay. C'est-à-dire que c'est elle qui va, le côté viticole où elle va s'occuper en fait de la gestion de l'équipe de vendangeurs. Le recrutement, la gestion sur place, donner les ordres, tout ça. Et du coup, ça c'est la gestion pendant les vendanges et à l'année des vignes ou pendant le reste de l'année, vous avez quelqu'un qui peut prendre le relais Alors, ma sœur ne s'occupe que des vendanges. Okay. Pour le reste de l'année, c'est toujours mon père. Okay. Et ça, ce sera peut-être quelque chose où je vais peut-être reprendre le relais aussi à un moment. Mais pour l'instant, mon père adore s'occuper des vignes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il continue. Voilà. Privilège qu'il garde. C'est ça. Et puis, mais par contre, tout ce qui est chiffres, administratifs, tout ça l'embêtait un petit peu plus. Donc, ça faisait quelques années. Des affinités avec Excel. C'est ça. Et puis, ça faisait quelques années qu'il râlait, que je le voyais un petit peu galérer. Et moi, évidemment, je commençais à me dire que il était peut-être temps aussi que je mette un peu mon nez là-dedans. Et en vrai, il y a eu plusieurs plans qui ont été discutés sur la reprise, à savoir notamment avec tous ses cousins. Est-ce qu'on se liait ensemble pour faire une entreprise avec tout le monde et quelques-uns qui allaient représenter mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, que ce soit d'un point de vue un peu de la communication, mais ça c'était pas le plus compliqué, c'était aussi au niveau du financement, parce que en fait ça se fait pas, il aurait fallu racheter une grosse partie de la structure et c'était un gouffre financier. Parce que du coup le pressoir il appartient à ton père. Voilà, le pressoir appartient à mon père et donc en créant une société et avec moi la gérance, en fait, c'était plus simple d'un point de vue administratif et financier, en fait, de faire la passation comme ça, avec moi seule en tête de l'entreprise. Ok. Ouais. Du coup, comment s'est passée la transition de génération ?
toi qui arrives en tant que nouvelle génération, tant du côté de ton père, d'accepter que toi tu arrives avec tes Ouais. pratiques, avec tes façons de travailler, et les équipes avec qui vous travaillez. Ouais, juste pour mettre mon grain de sel, enfin mon ressenti là-dessus. Ça fait longtemps qu'on t'entend parler du pressoir, qui a effectivement eu les histoires avec les cousins, qui a effectivement eu les, enfin pas les histoires, pas qu'il y a eu des mauvaises histoires, mais Les hypothèses. les hypothèses, Ouais. qu'il y a eu plein de plans, et c'est vrai qu'on a vu le projet évoluer en parallèle, donc quelque part je pense que vous avez quand même eu vachement de temps avec ton père et la famille de préparer justement ça. Enfin, vous saviez que ça allait arriver un jour. Là, ça s'est concrétisé, ça fait cette année. Enfin, Alors, officiellement cette année, mais ça fait déjà 3 ans qu'on était déjà. ouais. Là, on est un peu en année 3 en fait de la construction, enfin de Donc cette toi, tu es à la transition. tête Ouais, du pressoir. ouais. Enfin, c'est juste pour que les auditeurs le sachent, ça s'est pas fait cette année subitement. T'as repris la Voilà, c'est tête du ça. pressoir, tu vois. Ouais. Et donc là, j'allais répondre à ta question en disant que la transition, elle est longue en fait. Elle est puisque aussi il y a une problématique, c'est que nous, on est sur une période, enfin dans notre organisation dans l'année en fait, toute l'activité, 90%, plus de 90% de l'activité, elle va être concentrée sur un seul mois. Qui est le mois des vendanges. Qui est le mois des vendanges. Ouais. Donc avec les semaines de préparation en amont, les semaines de rangement, de administratif et après. Et puis 10 jours où ça va être une activité intense. Et donc, il faut s'assurer que tout roule parce que en fait, on n'a pas trop le temps de réagir. En fait, Oui, t'as pas le temps voilà. d'affiner des process pendant. Enfin, Non. tu t'adaptes évidemment, mais le principe c'est pas de tester pendant la vendange et pendant que tu pressurises. C'est ça. Clairement. Et donc voilà. Donc nous, en fait, on a pris ce parti de faire une transition longue où, donc il y a 3 ans, j'ai commencé en étant plus, on va dire, dans l'observation et commencé à actionner quelque chose. Et l'année dernière, c'était plus, donc moi vraiment en lead, voilà, avec mes méthodes. Et puis, et là, cette année, ça a été plus l'application. Donc déjà, parce que l'entreprise maintenant est officiellement fondée, mais donc là, je suis officiellement gérante. Et là, donc, avec mes méthodes appliquées, comme elles avaient un peu été testées les années précédentes. Ok. Dans l'ensemble, tu trouves que la transition, elle se fait bien ou qu'il y a quand même, heureusement que c'était long et que vous avez revu plein de process, ou est-ce que dans l'ensemble, t'es satisfaite du process? Oui, le fait que c'était long, moi, c'était aussi une des conditions que j'avais posées à la base. C'est-à-dire Parce que du que... coup, Claire Ouais. et ta famille et sa famille, elles sont toujours basées au Japon. Donc je pense que ça aussi, Ouais. c'est un paramètre. Ouais, donc je m'organise en fait dans mon activité en fait pour pouvoir être disponible pendant cette période-là. Et puis après, c'est un petit peu de travail au cours de l'année aussi, mais beaucoup plus léger. Et donc là, d'être accompagnée, en tout cas par mon père et son expérience, c'était une des conditions que je lui avais mises en me proposant en tout cas la succession. Okay. Et donc dans l'ensemble, plutôt tous contents de cette transition. Cool. Et donc tu parlais de tes méthodes que tu avais testées l'année dernière, vraiment mis en place cette année. C'est quoi du coup les premières décisions que tu as décidé de prendre pour, pas forcément imposer ton style, mais en tout cas pour te permettre de gérer le pressoir comme toi tu l'entends? Une des choses qui sont particulières en fait à l'activité du pressoir, en fait, ça va être tout ce qui va tourner autour des déclarations de l'administratif. Et il y a besoin en fait d'un suivi extrêmement rigoureux et régulier. Et jusqu'à présent, ça se faisait un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, sur des papiers, sur des choses comme ça. Donc en fait, moi, ça a été plus de moderniser toute cette partie de saisie, d'analyse et d'analyse pour être sûr d'avoir des outils en fait assez performants pour gagner aussi en fluidité dans la gestion.
Et donc, en fait, ça a été de développer des outils, tout simplement, de tableurs, notamment, où, comme ça, on pouvait suivre sur des tableaux plutôt que de les remplir à la main, case par case, là, d'avoir des outils où on appuie sur un bouton et puis ça se fait tout seul, quoi, pour Il faut simplifier. savoir que Claire est une grande fan d'Excel. Elle maîtrise très bien cet outil. Pas assez à mon goût, mais On y arrive. mais je m'amuse. Mais ouais, donc du coup, c'est une décision. En même temps, c'est des process complètement nouveaux que tu as ramenés dans le pressoir, en fait, Ouais, à ce niveau-là. qui sont basés de mes sur mes précédentes expériences, notamment chez Baron Philippe de Rothschild, où je m'occupais un peu de tout ce qui touchait aux analyses budgétaires et aux exercices de révision, etc. Donc on utilisait des matrices et donc j'ai un peu retransposé ces matrices à mon niveau, en fait, mais pour l'activité du pressoir. Est-ce que tu trouves que les gens qui travaillent au pressoir, donc que ce soit la famille ou les partenaires locaux, ont accepté assez facilement d'adopter ces nouveaux modes d'entrée, de travailler, de passer sur du digital plutôt que sur du papier? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait facilement? Est-ce que ça a été compliqué? Alors pour eux, ça change pas grand-chose à leur fonctionnement. C'est vraiment que côté pressoir. C'est vraiment que côté pressoir. Okay. Et au contraire, ils ont accueilli ça avec soulagement. Et puis aussi, comment dire, ils ont apprécié que d'avoir des informations beaucoup plus fluides et claires aussi, puisqu'avant, comme il fallait chercher un petit peu dans tous les papiers, les machins, les trucs, maintenant ils veulent une information, je leur ressors et c'est bon, ils ont la réponse à leurs questions et c'est beaucoup plus facile en fait. Plus rapide. Ouais. Et donc je pense que de ce point de vue-là, en fait, ça facilite aussi leur travail. Donc ils ont l'air contents. Est-ce que tu ressens une quelconque pression par rapport à ton job au pressoir? Alors pendant la période des vendanges, oui, ça c'est sûr parce que c'est une période où il faut pas se louper. Ouais. Une déclaration une erreur dans une déclaration, etc., c'est très compliqué parce que nous on touche à plusieurs, et d'ailleurs on a des inspections, hein, ça se fait pas n'importe comment, mais que ce soit au niveau de l'appellation Champagne, que ce soit au niveau des douanes, que ce soit au niveau de la sécurité du travail, on a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, faut être très concentré, en tout cas pendant cette période-là. Et c'est sûr qu'il y a toujours, on n'est jamais tranquille. Il y a toujours un moment où on nous pose une question, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Il faut prendre des décisions assez rapidement. Donc voilà, c'est des moments assez forts. Mais je ressens pas une particulière pression d'un point de vue vraiment négatif, dans le sens où je suis loin d'être toute seule, même si je suis seule à la tête de l'entreprise. En fait, je suis épaulée par toute ma famille derrière, que ce soit mes cousins qui sont maintenant viticulteurs, que ce soit mes oncles et tantes qui ont l'expérience. Et donc, si j'ai quelques questions, je sais que j'ai toujours quelqu'un en fait qui me tournait et qui pourra me répondre et qui m'aidera aussi dans ma prise de décision. Je voudrais juste revenir encore une fois pour replanter le décor pour les gens qui ne sont pas du milieu du vin et qui ne savent pas forcément. Là, tu parlais de déclaration. Tout à l'heure, on a un petit peu évoqué le fait que vous récupériez des raisins de différents viticulteurs. Du coup, les déclarations, ça va être par exemple de ne pas se tromper sur qui t'a livré combien de kilos. Exactement. Ça va être, quel genre de déclaration? Tout à l'heure, tu as parlé du fait que vous pesiez les raisins à l'arrivée. Ouais. Donc, il y a une déclaration sur la pesée du raisin à l'arrivée. Est-ce que tu fais aussi une déclaration de bon, du coup, ça a produit tant de jus? Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Qu'est-ce qui peut dérailler dans le processus en fait de la pressuration? Pressurage. Alors, pour rentrer un peu dans l'aspect technique, en fait, nous, ce qu'on va déclarer, c'est les kilos de raisin qui passent dans les pressoirs. D'accord. C'est-à-dire qu'on va, bien sûr, il y a la partie pesée parce qu'il faut qu'on sache qui a livré quoi. Ouais.
Et quand on fait un pressoir, bah, dans l'idéal, on va presser que les raisins de l'un et de l'autre. Ouais. Mais ça nous arrive de faire des mix quand même, parce qu'il y en a où on travaille aussi avec des petits viticulteurs qui nous Pas amènent assez. clairement pas assez pour faire un pressoir. Oui, parce que tu veux pas faire tourner un pressoir avec pas assez de raisins. Non, on peut pas. D'un point de vue technique et puis après d'un point de vue financier aussi. Ouais. Et donc c'est un puzzle. En fait, la gestion du pressoir, c'est un vrai puzzle où en fait on a des caisses qui arrivent, des pièces du puzzle sont les caisses, et puis on va les mettre dans le pressoir, et après il faut bien quand même les dispatcher aussi. Tu vas pas mettre un bout de caisse là, un bout de caisse ici, t'essayes de rassembler quand même au maximum. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on fait tourner un pressoir, on va déclarer combien il y a de kilos de qui. Ouais. Et après, au niveau du jus, bah, en fait, il y a un ratio. En fait, on sait que tant de kilos, ça va donner tant d'hectolitres. Donc, en fait, voilà, pour le jus, en fait, on sait déjà ce que ça va donner. Donc, c'est pour ça que même si à la fin, c'est pas des kilos, c'est des litres qui sortent, on parle quand même en kilos. D'accord. Le milieu champenois, là tout à l'heure tu parlais du fait que c'est ton grand-père qui a lancé l'activité, que le pressoir il est repris par ton père, tu as parlé d'un environnement, qu'il y a beaucoup de cousins. Bon, après j'imagine que c'est parce qu'en français on parle de cousins et pas de C'est moitié cousin, moitié cousine, voilà. Ouais, c'est vrai. Et tu as parlé de tes oncles et de tes tantes, donc on comprend que dans la famille c'est un business qui inclut et les hommes et les femmes de la famille. Ouais. Mais le milieu du vin en général, mais aussi du champagne, par extension, c'est un milieu qui est quand même très masculin. Comment est-ce que toi, tu vois ta place, est-ce que tu ressens justement cette masculinité dans ton entourage, ou est-ce que tu trouves que c'est un environnement qui est très accueillant? Est-ce que, si tu sais, il y a des différences entre le Vitria et par exemple la Champagne plutôt dans la Marne? À ce niveau-là. Je pense que c'est assez global. Je sais pas, je suis pas allée trop m'aventurer autre part, mais j'imagine que c'est globalement la même chose. J'ai un peu de famille aussi du côté d'Épernay, et bon, je pense que c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'en effet, on est sur un milieu très masculin, avec encore des automatismes où je vais montrer un petit peu qui je suis. Donc, il y a un peu de prouveurs quand même, beaucoup. Et je pense c'est un trait assez masculiniste dans le milieu, où je connais tel machin, je connais ci, je connais ça. On sert en des termes un petit peu techniques. Et puis voilà. Et donc oui, ça fait partie un petit peu, ça fait partie des restes en tout cas, je pense, parce que ça évolue. Et ben moi, c'est vrai que dans ma famille, j'ai aussi c'est moitié de femmes, moitié d'hommes. Et dans les acteurs que je croise aussi, il y a de plus en plus de femmes. Et donc, je pense que maintenant, on est moins dans la tchatch, de moins en moins en tout cas, dans la tchatch, et de plus en plus, on rentre dans le fond des sujets. Et ça, là-dessus, je pense que c'est notamment grâce à l'apport des femmes, en fait, dans le milieu. Parce que les femmes, elles vont travailler plus à des niveaux techniques. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on en croise de plus en plus dans les niveaux techniques, donc qu'ils soient dans les chefs de cave, par exemple, œnologues, donc vraiment sur le travail du vin, ou alors dans les vignes aussi. On voit de plus en plus de femmes aussi travailler la vigne. On voit aussi de plus en plus de femmes aussi. Moi, chez d'autres producteurs de champagne en fait de la région, il y a de plus en plus de maisons qui sont reprises par les filles, de la descendance féminine. Et donc, il y a aussi tout un aspect où le champagne se féminise, je pense. Donc, t'as pas ressenti particulièrement de barrière ou de résistance quand tu as repris le pressoir? Ça s'est fait relativement simplement? Alors, dans mon cas, il y a plusieurs choses et c'est un peu difficile de dépatouiller vraiment la cause. Alors, je pense qu'il y a une partie en effet où je dois prouver un petit peu plus quand même. D'accord.
le fait d'être une femme. Il y a aussi le fait que j'ai quitté la France il y a quand même une quinzaine d'années. J'ai vécu pratiquement autant de temps à Tokyo qu'à Vitry-en-Pertois. Donc, c'est vrai que je suis une enfant du pays, mais je suis une enfant qui a quitté le pays quand même. Donc, quand je reviens, je suis un peu la citadine aussi. Voilà, donc il y a il y a un certain côté de la légitimité, comme tu dis, qui va s'entremêler. Et puis après, je suis pas non plus une agricultrice. Et ça, les agriculteurs, ils aiment bien entre eux aussi se reconnaître. Et donc, je dois leur montrer qu'aussi, ils peuvent compter quand même sur moi. Et donc, entre tout ça, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir est-ce que la partie femme, la partie extérieure aussi à la chose. Mais oui, il y a des choses où il faut montrer un certain aplomb pour se faire entendre. Et par rapport à ça, du coup, comment tu as pu construire ton leadership, comment tu as pu faire comprendre aux personnes avec qui tu allais collaborer, que ce soit les membres de ton équipe que les acteurs extérieurs, comment tu as pu construire ton leadership au sein du pressoir? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je peux compter sur ma famille et je pense qu'il y a une part notamment de la communication et puis comment dire, laisser les personnes capables, compétentes, en fait, faire ce pourquoi elles sont compétentes. Et nous, dans la période des vendanges, on engage des personnes donc avec des contrats saisonniers qui vont s'occuper de certains pôles en fait dans le pressoir. Et il y en a qui ont des compétences qui me dépassent complètement, que ce soit d'un point de vue de la machinerie, des choses comme ça. Et donc eux, je vais les laisser gérer. Ils savent, par contre, s'il y a des prises de décisions à faire, ils viennent me voir et c'est moi qui vais prendre la décision. Ils ne vont pas prendre de décision à mon niveau. Mais par contre, les mettre en confiance dans la responsabilité qu'ils ont, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et de reconnaître qu'ils sont plus compétents. Sur ça, savoir valoriser ça. Ouais, c'est ça. Du coup, là, tu parlais image complètement biaisée. Tu parlais de machinerie, donc j'imagine que là, pareil, c'est potentiellement plus des hommes que des femmes qui vont gérer ce genre de matériel. Mais tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de femmes dans le milieu du champagne. Est-ce que vous avez... alors nous, sur le podcast, on parle souvent de FAGE au Japon, qui est ce réseau de femmes francophones qui travaillent au Japon. Et on en parle souvent comme étant un super réseau et un super réseau d'entraide en fait, de femmes qui soutiennent un vrai moment de sororité, en fait, de réseau de soutien. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de similaire qui se développe en Champagne avec beaucoup de... Enfin, tu vois, les femmes viticultrices ou alors les femmes dans le milieu du vin et ou du champagne, est-ce qu'il y a une espèce d'organisation, d'association où en fait les femmes se soutiennent entre elles plus particulièrement dans le milieu du champagne? Alors là, moi, dans ma localité, en tout cas, qui est plutôt récente, on est quand même assez limité. On n'est pas sur une énorme surface, donc on n'a pas non plus énormément de producteurs. Et donc, je veux dire, on n'en a pas assez pour potentiellement que ça se structure, notamment autour de la femme. Je sais qu'il y a quelques initiatives qui sont prises, comme par exemple les Fabuleuses, parce qu'on aime bien faire des beaux jeux avec les bulles, et avec certaines productrices de champagne qui ont créé un groupe et qui en parlent. Mais ça, c'est pas vraiment dans ma région. Ça va être plus dans les régions traditionnelles. Il y a quand même des réseaux qui se mettent en place. Il y a des réseaux qui se mettent en place. Ok, donc du coup, il y a quand même des réseaux qui se mettent en place. C'est chouette de voir qu'il y a quand même cette volonté de s'élever entre femmes et de soutenir les initiatives des unes et des autres. Oui, et puis de faire un échange, de partager son expérience aussi. Quel que soit le secteur, on retrouve quand même ce genre de structure et c'est vrai que c'est une aide qui est fabuleuse parce que on se retrouve avec des problématiques qui sont, quel que soit le secteur, au final assez similaires. Et c'est bon de savoir qu'on peut s'épauler entre chefs d'entreprise, entre femmes dans certains secteurs, entre femmes qui, au final, vivent les mêmes difficultés.
On va parler maintenant de la dimension F&B et de l'innovation. Donc, ça va être dans le monde, évidemment, du champagne. Toi, tu travailles avec quel type de clients? Alors nous, nos clients vont être en fait tout simple, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, les acheteurs. Et dans les acheteurs, il y a il y a plusieurs types d'acheteurs. Mhm. Il va y avoir des maisons plus petites, un peu indépendantes. Il va y avoir des négociants. Il va y avoir les grandes maisons de champagne qu'on peut connaître. Et donc nous, on travaille un petit peu avec tous. Mhm. On a un petit mix en fait réparti de façon assez homogène en fait entre chaque. Donc on peut travailler très bien avec des grandes maisons comme des plus petites. Ok. Donc tes clients, c'est ceux qui t'achètent le jus. Voilà. Est-ce que tu as... donc j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de vos clients, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Mhm. Est-ce que tu as vu des évolutions dans leurs demandes, par exemple, enfin on voit que maintenant avec le changement climatique, il y a quand même un impact énorme Ouais. sur tout ce qui va être agriculture et ça impacte évidemment la viticulture également. Mhm. On parle souvent des initiatives de bio et d'agriculture raisonnée, ce genre de choses-là. Est-ce que toi, tu as des clients qui te demandent de leur donner du jus bio? Est-ce que c'est déjà arrivé? Comment est-ce que vous gérez en fait ce genre de choses-là? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a déjà une part d'initiative de la part des viticulteurs Mhm. Ouais. et il faut qu'il y ait de la demande aussi de la part des acheteurs. Mhm. Et nous, dans notre cas, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de bio. On a tenté. On a tenté le bio il y a quelques années parce que justement, il y avait un intérêt de l'acheteur, mais surtout de la part du viticulteur qui s'est dit, moi, par Conviction par personnelle. conviction personnelle, voilà, moi je veux faire du bio. Donc, et l'acheteur a dit, ok, on va t'en prendre. Donc nous, en tant que pressoir, en effet, on a dû passer des certifications, voilà, pour être accrédité en bio. Maintenant, ce qui se passe au niveau justement de la demande, alors on est au niveau du champagne, ce que moi j'observe, c'est que il y a pas forcément une demande très forte de la point de vue des consommateurs sur le bio. Ok. Et donc, ça se ressent au niveau des acheteurs. Et en fait, là, les acheteurs qui faisaient du traditionnel et puis qui ont essayé le bio quand au moment où tout le monde a tenté l'expérience et qui ont voulu avoir une gamme un petit peu fournie, et notamment avec du bio, ils ont tenté l'expérience et en fait, ça s'est pas traduit par un énorme succès d'un point de vue consommateur. Et pour eux, en fait, c'est une logistique en plus, parce que le bio, en fait, mine de rien, il y a un organisme derrière qu'il faut payer, organiser, etc. Et donc, c'est quand même une charge assez importante. Donc là, on commence à se dessiner, en tout cas sur le bio, sur je trouve, deux axes où on va faire les maisons traditionnelles se remettre dans le traditionnel. Mhm. Et certaines maisons qui sont axées uniquement sur du bio et font tout leur branding en fait autour du bio, vont rentrer là-dedans, ils vont continuer, même si tu parlais justement de tout à l'heure d'un point de vue environnemental, en fait, où c'est vrai que notamment là je parlais le bio par rapport à l'administratif, mais c'est aussi qu'on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'avoir de bons rendements en bio. Notamment parce que malheureusement en Champagne, avec le dérèglement climatique, on a des années plus ou moins bonnes. Sur le traditionnel, ça se tient plutôt bien, mais sur le bio, c'est beaucoup plus sensible aux intempéries. Et donc là, ça fait quelques années où les rendements sont moins bons. Donc on en arrive au constat où en fait l'investissement d'un point de vue des maisons traditionnelles n'est pas, Non, vaut pas la chandelle. ouais, n'est pas toujours très intéressant. Mais il va quand même y avoir certaines maisons qui vont rester dans cette optique-là du bio et qui vont tourner tout autour et pour qui ça se passe bien. C'est une façon de marketer le champagne complètement différente. Donc le bio n'est pas fini, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Par contre, on voit de plus en plus d'autres certifications plus légères d'un point de vue de l'agriculture raisonnée, voilà,
Et donc type HVE, haute valeur environnementale, ce genre de choses qu'on voit de plus en plus dans le milieu. Donc il y a quand même une volonté de la part des maisons qui produisent le champagne d'avoir une étiquette engagée Mm. Pour l'environnement. Enfin, même si effectivement le bio, c'est ce que tu disais, ça demande beaucoup de démarches, ça demande du temps en plus pour passer en bio sur les vignes. Du coup, c'est un investissement qu'ils sont peut-être pas prêts à faire, mais ils ont quand même envie de s'engager sur quelque chose de plus raisonné. Il y a de ça. Après, moi, je le vois aussi au niveau des viticulteurs, où en fait aussi, pour une question de bien-être, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de scandales sanitaires autour des pesticides utilisés dans la vigne. Et donc aussi, c'est même pour leur propre bien-être, en fait, que certains viticulteurs vont vouloir utiliser des produits. C'est un peu gagnant-gagnant, puisqu'au final, eux, ils y gagnent en qualité de vie. Et d'un autre côté, ils y gagnent au niveau de l'argent puisque ça se vend, ça se négocie un petit peu plus cher. D'accord. Et du coup, là, tu parlais de qualité de vie. Parlons de qualité de vin. On a compris que du coup, la position du pressoir était stratégique parce qu'il fallait que ce soit pas très très loin des vignes. Donc clairement, le pressoir a un rôle clé dans un vin de qualité. Quel est-il ? Ça va être surtout de ne pas altérer le vin et de garder un maximum de préserver un maximum la qualité des raisins. Au niveau du pressoir, nous en fait on a un certain rôle à jouer d'un point de vue de l'hygiène notamment et puis après pour l'appellation champagne en fait on fait pas des pressoirs n'importe comment, on les charge pas, on les charge un certain nombre de kilos pour être sûr que les raisins soient pressés de façon qualitative et homogène. suffisante. Tu veux dire que vous ne faites pas tout au pied comme je faisais chez ma grand-mère un pressoir en bois? Alors ça peut se faire, mais c'est un autre fonctionnement. Voilà, nous on est plus sur des pressoirs qui ont ça fait un peu comme une sorte de ballon à l'intérieur, en fait, une membrane à l'intérieur qui va écraser le raisin avec un système de pression. Donc c'est pas mécanique. Nous c'est pas un pressoir mécanique où le jus va s'écouler parce qu'il y a aussi d'autres pressoirs où en effet on écrase, où il y a des pressoirs qui tournent et en fait avec le poids du raisin ça va s'écouler. Voilà. Là ça va être la pression de la membrane en fait, une pression assez douce en fait. Et donc un pressoir c'est 4 heures. Un pressoir c'est 4 heures, c'est 4000 kg de raisin. Donc c'est un certain paquet d'euros aussi. Donc là on parlait de la pression tout à l'heure, mais c'est vrai que si on se loupe, c'est quand même de grosses pertes. Donc faut pas se louper, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, nous, donc il y a déjà sur la façon dont on va organiser les pressoirs qui va jouer sur, qui se fait en fonction d'un certain cahier des charges. Après, ça va être au niveau des produits qu'on utilise, ça va être au niveau de l'hygiène aussi générale, que ce soit des bacs, des quais, des cuves qu'on va utiliser, des tuyaux, etc. Et en termes de vérification de la qualité du jus qui est produit, est-ce que du coup vous avez, je sais pas moi, un prélèvement de tant de grappes de raisin avant qu'il rentre en cuve, enfin avant que ce soit pressé, et après une analyse du jus qui ressort, ou est-ce qu'il y a des étapes clés pour assurer la qualité des... Alors en fait, chaque maison de champagne qui vont, donc là on parle des acheteurs, vont nous donner leur cahier des charges. Et donc nous on doit le suivre. Et donc on s'engage en fait à suivre donc que ce soit d'un point de vue du dosage des produits qu'on va utiliser, ce genre de choses. Après, la complexité quand tu mixes des viticulteurs. Voilà, il y a ça. Mais globalement ça se lisse. Vu que nous on est sur un secteur en fait qui est assez restreint où en fait les vignes se touchent toutes les unes les autres, donc en fait on n'a pas, mis à part si vraiment quelqu'un fait n'importe quoi d'un point de vue de son traitement, de la vigne, etc. Globalement on est sur un contenu assez homogène. Mais
Par contre, ça va être les mous, donc le jus va être analysé au moment de la réception chez l'acheteur. Et ensuite, eux, ils vont nous envoyer un bilan, voilà, un rapport de la qualité des mous, que ce soit sur le fait qu'ils soient troubles, pas troubles, est-ce que bien sûr le dosage en sucre, en acidité, ce genre de choses. Et si jamais il y a un souci, ils reviendront vers nous. Ça arrivera assez rarement, mais voilà, là-dessus. Donc après, de votre côté, ça va être de faire un prélèvement à la sortie du pressoir pour être sûr, enfin pour avoir les datas et voir si en fait il y a une altération pendant le transport, par exemple, ou s'il y a eu de. Alors nous, ce qu'on va juste mesurer, ça va être le degré de sucre, parce que ça, on est obligé de le déclarer pendant le pressurage. Okay. Donc nous, on va mesurer, on a un matériel pour mesurer le degré de sucre. Et après, sur vraiment la qualité des mous, ça va se faire vraiment que chez l'acteur. Donc nous, on ne fait pas de prélèvement mis à part ça. Okay. On a pas mal parlé de l'aspect technique du pressoir, de ta transition de ton métier ici au Japon et du coup de la prise de responsabilité auprès du pressoir avec ton père. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ton parcours? Moi, je le vois un peu comme une boucle qui se boucle. Parce que en effet, c'est quelque chose, c'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. On a toujours vécu avec. J'ai grandi dans les vignes. Mon père était déjà au pressoir aussi jeune que je m'en souvienne, même si c'était chez mon grand-père. Et donc, quand il a commencé à monter vraiment le pressoir dans les années 2000, on savait qu'un jour ça allait venir. Mais le fait que je me sois éloignée de chez moi, puis que je sois revenue, et le parcours que j'ai fait aujourd'hui, en fait, c'est juste une continuité logique, je pense, de ce qui arrive aujourd'hui. Ouais. Si tu devais en choisir une, c'est quoi la plus grande fierté que tu as? C'est de voir le sourire. C'est un peu bizarre un peu pas te dire ça, mais en tout cas, le visage ébahi. Non, mais c'est plus dans le sens où c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de ce pressoir, parce que pour tous ceux qui travaillent toute l'année dans les vignes, en une semaine, tout se joue. Ouais. Et donc le fait que quand mon père commençait à avoir des difficultés en fait dans sa gestion, ça commençait à inquiéter certains, je pense. Et donc là, de les voir aujourd'hui soulagés, et même plus que soulagés, en fait, maintenant, je pense, ils ont de l'espoir aussi par rapport au long terme dans leur activité. C'est vrai que je me dis que je fais pas ça pour rien. C'est beau. C'est beau. Et pour toutes les personnes, les jeunes femmes qui sont un peu dans ta situation, à savoir qu'il y a un business familial, une entreprise familiale potentiellement à reprendre, mais qui hésitent à s'annoncer en tant que relève, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que normalement, ça devrait rien changer, qu'elle soit une femme, mais qu'en effet, ça change quand même beaucoup de choses dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et que on vit toutes, je pense jusqu'à un certain niveau, mais avec cette petite voix dans la tête qui disent qu'on n'est pas assez, et donc de pas l'écouter. De se faire confiance et d'y aller, surtout. C'est tellement vrai. Bon, ça dépend du business familial, hein. Ouais. Faites vos recherches d'abord. Non, mais c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, je me sens pas tout à fait à ma place. Ouais. Et c'est vrai et je me dis que mais il y a rien qui. Si ça avait été mon frère, par exemple, à ma place, peut-être que lui se serait senti beaucoup plus légitime. Et donc je me dis qu'en fait, il n'y a rien qui changerait vraiment entre nous deux. Donc je le suis. Je suis légitime. De toute façon, après, quel que soit le métier, quelle que soit l'entreprise familiale, tu évolues avec ton entreprise aussi. Puis toi, tu feras évoluer le pressoir au fur et à mesure des années. Enfin, il y a des choses que tu acquerras peut-être plus tard, mais là, à l'heure actuelle, visiblement, ça tourne et ça tourne bien. Donc, ça ne peut qu'aller mieux. Non, puis c'est vrai que la petite voix qu'on a dans la tête, nous aussi, on l'a tous les jours. Et puis, on a des dossiers qui nous prouvent que vraiment, faut pas qu'on se prenne trop la tête parce qu'en fait, il y a rien qui se justifie. On est experte de quelque chose et il faut vraiment
apprendre à se faire confiance, apprendre à écouter cette voix quand même, parce que c'est derrière une motivation, c'est un Ouais, garde-fou, je suis d'accord. ça permet de se remettre en question. C'est pas le truc faut pas se prendre au sérieux, tout ça. Non, c'est intéressant aussi de prendre son job au sérieux et de faire les choses, de vouloir faire les choses bien. Mais, euh, mais en attendant, c'est vrai qu'il faut apprendre à se faire confiance. Et ça, clairement, chez les femmes, c'est aussi une difficulté qu'on a et des attentes de la société qui sont différentes. Comment tu vois le pressoir dans 10 ans? Déjà, si on peut continuer sur cette route-là, ce sera très bien. Le rendre pérenne, ce sera déjà un grand succès, je pense. Pour moi, c'est mon plus gros objectif. Après, dans des axes de développement, j'aimerais bien il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, que ce soit d'un point de vue de l'hospitalité, que ce soit un point de vue peut-être aussi de la vinification, puisque là, pour l'instant, on se contente d'envoyer le jus. Mais c'est tout à fait possible aussi de vinifier sur place et puis de faire un champagne. Donc c'est quelque chose un projet qui est dans la tête d'un petit peu tout le monde dans la famille aussi, d'avoir un champagne familial. Donc est-ce qu'on se donne les moyens de le faire? Ça, c'est quelque chose en effet qui pourrait bien se faire. Mais voilà, être un lieu d'accueil, un lieu de dégustation, plus que ça ne l'est pour l'instant, ce serait chouette. Moi, j'ai une image de pressoir qui n'est pas du tout un lieu ouvert au public. Ouais. Et du coup, quand tu parles d'hospitalité, est-ce que tu parles d'hospitalité pour des gens lambda ou est-ce que tu veux l'ouvrir à des gens du milieu pour, tu vois, favoriser des échanges potentiellement ou travailler sur des choses juste avec les gens du milieu ou est-ce que tu veux t'ouvrir à, je sais pas, des touristes ou à des gens lambda? C'est ça, c'est de voir un peu au niveau des consommateurs en fait. Alors le pressoir n'est pas un milieu complètement fermé puisqu'en fait il y a plein de monde qui vient nous voir et donc on est en plein dans la tête dans le guidon et puis il y a des gens qui viennent dire bonjour, est-ce qu'on peut prendre un peu de jus? Est-ce qu'on peut... Ouais. Okay. C'est au quotidien, hein, donc... Alors bien sûr c'est toujours bienvenu, hein. Moi j'aimerais bien justement que ça continue comme ça. Et voir que ça se développe peut-être de façon un peu plus structurée, où on est vraiment un lieu d'accueil, etc. Et pas juste un petit peu à la... champagne dont vous avez fourni les jus, par exemple, pour faire des dégustations. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, quand ça tombe, on choisit pas quand les vendanges arrivent, mais si ça tombe en période scolaire, on reçoit les écoles, par exemple, on reçoit déjà... et donc, et puis certaines personnalités aussi politiques qui viennent aussi voir pour aussi prendre la température du secteur. Donc ça, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des gens qui viennent. Et donc ça, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus structuré. Ouais, et puis qu'on puisse offrir ça aussi vraiment ouvertement, de proposer une expérience autour de la vendange, du pressoir. De suivre le raisin de l'accueil, de la cueillette. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. On arrive sur la fin de cet épisode. En petite dernière question par rapport à nous, donc on est sur un podcast d'entrepreneurs au Japon. Tu es toi-même entrepreneur au Japon depuis plusieurs années. Ouais. Dans un domaine qui n'a rien à voir. Dans un domaine qui n'a rien à voir. Comment est-ce que ton expérience d'entrepreneur ici, d'entrepreneur avec un E, ici, t'a apporté pour prendre les manettes du pressoir? En étant passé du salariat à l'entrepreneuriat, une des premières choses, et notamment dans mon domaine où je touche à l'humain, ça a été au niveau de la communication, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 1000 les interlocuteurs. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve au pressoir aussi, puisqu'on a beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit entre les livreurs, les acheteurs, les maisons de champagne, les équipes techniques, etc. Donc c'est vrai que ça demande en fait de s'adapter à chaque fois, et ça c'est quelque chose que je fais déjà en tant qu'entrepreneur ici au Japon, que ce soit même d'un point de vue culturel, parce qu'en étant au Japon, française, moi je travaille, je suis trilingue dans mon travail, donc à chaque fois en fonction des nationalités, ici je vais m'adapter. Là,
par exemple, quand on est sur le pressoir, là, je vais m'adapter en fonction des rôles de chacun parce que chacun va avoir un enjeu différent en fait en fonction de son rôle et donc il faut s'adapter aussi par rapport dans son discours par rapport à ça. Donc ça, c'est une des premières choses. L'autre chose aussi, c'est que en tant qu'entrepreneur solo aussi, je vois la finalité du travail dans le sens où ce que je fais, ça aboutit à quelque chose et si je le fais pas, plutôt dans le sens où si je le fais pas, ça n'aboutit à rien. Ouais. Et Si c'est pas toi qui le fais, personne ne le fera voilà, pour toi. si ouais. Et donc là, du point de vue de la gestion de l'entreprise, je pense que c'est un petit peu la même chose. Et puis ça va te donner la rigueur aussi, de pas attendre à ce que les gens le fassent pour toi, etc. Donc ça, ouais, c'est quelque chose, l'esprit, peut-être pas d'initiative, mais en tout cas, la régularité et la rigueur, en fait, à la bonne gestion. Je pense que c'est ces deux aspects-là que m'apporte pas mal ma pratique, en tout cas ici au Japon. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui paraît évident, mais en même temps, quand tu y es confronté, tu te dis, ah oui, il faut vraiment que je fasse tout toute seule. Enfin, on en a parlé dans d'autres épisodes. Quand on a lancé l'entreprise, en fait, tu réfléchis pas forcément au fait que, oui, tes brochures, c'est toi qui dois les produire, oui, ton contenu, c'est toi qui dois y réfléchir. Donc, toi, si tu veux un système où tu as juste à rentrer le nombre de kilos de raisin qui te calcule le pourcentage de trucs, de machin, oui, c'est toi qui dois faire les calculs sur Excel, oui, c'est toi qui dois t'assurer que monsieur machin a bien été contacté pour arriver à telle heure pour s'occuper du pressoir. Enfin, c'est des choses qui paraissent évidentes et en même temps, il y a des fois, on n'y réfléchit pas à tout le mécanisme qui est derrière et de se retrouver confronté à ça, c'est un petit peu c'est le jeu et c'est ça qui rend les choses cool, hein. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pack. Tu t'enregistres ta SARL et hop, t'as un pack, c'est un starter pack avec toutes les. Avec un petit manuel. Ton Excel qui est déjà monté, etc. Donc ça, c'est clair. Avec le téléphone qui appelle les gens tout seul. Voici vos clients, voici. Ça serait chouette. Pensez à. Non. Non, mais en tout cas, c'était super intéressant. On voulait t'avoir avec nous pour parler justement de ça parce que je pense que c'est un domaine qui est assez méconnu. Ouais, un peu comme je disais là où si tu réfléchis pas, tu te dis pas qu'effectivement il y a tout ça derrière, mais dans la création du vin, oui, à un moment il faut que le raisin il vienne du jus. Que le pressoir, en fait, il y a, comme t'en parlais, il y en a qui font la vinification, il y en a qui le font pas. Il y a des enjeux locaux qui font qu'un pressoir à cet endroit-là, ça fait vachement sens par rapport à d'autres endroits. Et je trouve que c'était vachement important en fait, et intéressant, surtout de t'avoir avec nous pour nous parler de tout ça. Plutôt aux premières loges de ce genre d'expérience, c'est quand même précieux. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci de t'être prêté au jeu. Je sais que c'était. C'est pas tous les jours. Mais écoute, j'espère que c'était un moment pas trop stressant. Oui, franchement, c'était super. Mais je pense que c'était un moment intéressant pour nos auditeurs aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions pour Claire ou. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, mais. Oui, c'est normal. On est obligé de faire un deuxième épisode. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cet épisode de podcast. Et puis, on se tient de toute façon au courant de nos évolutions de chacune, parce que il y a encore plein de choses qui vont nous arriver, c'est sûr. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important de se serrer les coudes. Oui. Et merci les filles d'être toujours là pour moi. Tout pareil pour toi. Hein. Mais en tout cas, merci encore à tous de votre écoute. Merci à Claire et Alice pour ce merveilleux épisode. C'est un plaisir. Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.